On va reprendre nos travaux. Et là, nous allons commencer l'après-midi par une... alors, ça s'appelle une table ronde, mais comme dit Gilles Moreau, ce n'est pas une table ronde, c'est exact. Mais nous allons faire intervenir successivement 3 intervenants éminents que nous avons la chance d'accueillir. Alors, Brigitte Trocmé, qui est responsable du bureau des diplômes professionnels, donc c'est elle qui s'occupe des commissions professionnelles consultatives et de tout ce qui est ressorti de la fabrication, de la rénovation, de la suppression des diplômes professionnels à la Direction générale de l'enseignement scolaire. Nous avons aussi la chance d'avoir Martine Pavot avec nous, qui est donc directrice générale adjointe des affaires scolaires et de la jeunesse au Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, et Aziz Gelab, qui a une double casquette, qui est inspecteur général de l'éducation nationale après avoir été professeur de sociologie à l'université de Lille, et qui va intervenir en tant que chercheur et non pas en tant qu'IG, spécialiste de la voie professionnelle, puisque comme vous le savez sans doute, Aziz Gelab a publié de nombreux travaux sur la voie professionnelle, dont un ouvrage récent, je fais un petit peu de pub du coup, en 2014, donc c'était, voilà. Et il a beaucoup traité des élèves, mais aussi récemment donc, des effets de la rénovation de la voie professionnelle que nous avons évoquée hier. Alors moi, je vais animer la table ronde, mais avec, vous voyez, son titre c'est « Quel avenir pour le bac pro ?» Donc c'est assez clair. Je vais poser peu de questions. Nous avons 1h30, donc les moyens à la fois de donner à chaque intervenant l'occasion de répondre à deux questions. Je vais poser principalement 2 questions qui sont simples à poser, mais pour y répondre, c'est quand même plus compliqué. Et nous aurons un temps de débat en fonction aussi des réponses que proposeront nos intervenants. Alors la première question, on suivra l'ordre que j'ai, si vous le voulez bien, qui est pratique. Et parce qu'en plus, on en a national, régional et un point de vue transversal. Donc, je trouve ça assez pratique d'adopter cette perspective. D'abord, évidemment, première question qui a été évoquée tout au long de la journée d'hier, mais Brigitte Trocmé n'y était pas, et je me suis engagée à obtenir quelques réponses, quitte à torturer Brigitte, et j'ai osé le dire, mais je le redis. Donc on a évoqué hier, on n'a pas fait le bilan du bac pro et de la rénovation de la voie professionnelle, mais néanmoins mis en question la position actuelle du bac pro et de la voie professionnelle, et on s'est interrogé donc sur les perspectives. Mais la première question porte donc sur une sorte de bilan qu'on pourrait faire au niveau de la politique éducative nationale, donc que vous pouvez faire les uns et les autres à partir de l'endroit d'où vous parlez, donc le national, régional et transversal. Et il est intéressant pour nous, évidemment, de connaître le point de vue du ministère sur les effets de la rénovation du bac pro, la situation actuelle du bac pro. Et la deuxième question sera ce qu'il compte en faire, mais la première question, voilà. Quel bilan on peut faire aujourd'hui? Quelle est la situation du bac pro? On sait qu'il est le 2e bac de France en termes de titulaires, mais alors c'est souvent considéré comme une énormité par des tas d'acteurs extérieurs, voire comme une anomalie. Alain Boissineau, qui a été directeur de la DGESCO, qui est recteur de l'Académie de Versailles, a récemment, dans une interview dans EducPro, émis l'idée que c'était peut-être une anomalie aussi de compter sur le bac pro pour conduire 60% d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat. Donc plein de questions sont ouvertes, que l'on partage évidemment, et que je vais vous poser. J'ai dit que c'était difficile d'y répondre, mais voilà, c'est une politique très ambitieuse qui est menée, qui a été menée sur le bac pro, qui est menée aussi au niveau de la politique éducative nationale, en faveur de la hausse générale du niveau d'éducation. 60% d'une classe d'âge à un diplôme du supérieur, c'est quand même considérable. Le bac pro, on le sait, doit être un élément qui contribue à cette politique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire
de ce qui a été mené jusqu'à présent. Alors je te remercie Fabienne de ces questions très simples auxquelles il va être facile de répondre en quelques minutes. Alors peut-être sur la question du... En quelques minutes, j'ai 10 minutes, oh, ça va largement. Peut-être sur l'entrée bilan, enfin, j'ai envie de dire que je vais donner un peu des éléments de où on en est sur la problématique, disons, du bilan et peut-être de la situation. J'avais aussi envie, mais peut-être dans la deuxième partie, moi j'avais peut-être envie de faire l'écho au-delà de cette question relativement institutionnelle de la question du bilan de la rénovation des lycées, puisqu'en fait elle se pose comme telle, hein, de la voie professionnelle, mais aussi du lycée général et technologique, de faire part un peu des questions telles qu'elles peuvent se poser aujourd'hui, peut-être dans une entrée plus large aussi sur les problématiques de certification aujourd'hui. Mais bon, pour répondre sur ce premier point, alors, comme il y a un certain nombre des partenaires sociaux du ministère qui sont ici dans la salle, ils le savent, la question du bilan du baccalauréat professionnel, de la rénovation du baccalauréat professionnel, qui est un serpent de mer, comme nous en connaissons beaucoup dans la maison, va enfin être abordée dans les jours qui viennent. Ça devait démarrer jeudi et ça a été un petit peu reporté en raison des événements de vendredi dernier. L'idée est que la DGESCO a beaucoup travaillé sur l'élaboration d'un constat sur la base duquel vont s'engager un certain nombre de réunions avec les acteurs, à la fois organisations syndicales, recteurs, cadres académiques. Donc on a travaillé sur un certain nombre de constats statistiques, qualitatifs aussi un peu, à partir des objectifs qui avaient été fixés à la rénovation de 2009. Rénovation de la voie professionnelle. Bon, on peut dire qu'il y avait deux grands objectifs qui étaient l'élévation des niveaux de qualification et la baisse des sorties sans qualification, pour aller vite. Et donc on a beaucoup travaillé sur un bilan qu'on ne cesse d'actualiser, puisque la mise en œuvre de ces discussions a été sans cesse reportée. Alors, quelques éléments. D'abord, peut-être sur la certification, alors, parce qu'on est un ministère certificateur, d'abord, sur la question des résultats au baccalauréat professionnel. Le baccalauréat professionnel, il est d'une certaine manière plus difficile à avoir que le bac général et technologique. Les taux de réussite à ce baccalauréat sont inférieurs à ceux du bac général et technologique, et ils sont en baisse depuis ces dernières années. Alors, je vais le poser sous forme de questions, hein, puisqu'on est un peu sur ce constat et sur les questions qu'elle pose. Pourquoi il y a probablement quelque chose autour des modalités de certification, de la lourdeur, du faible nombre d'épreuves facultatives, même si il a récemment augmenté, parce qu'on sait que les épreuves facultatives jouent un rôle dans la réussite et dans l'obtention des mentions. Peut-être le caractère moins sélectif probablement du cycle en 3 ans, puisque le palier BEP a disparu. Peut-être la réduction de la durée de la formation conduisant au baccalauréat, peut-être les caractéristiques du public, qui est un peu, enfin le public du baccalauréat professionnel, des candidats au baccalauréat professionnel est probablement plus hétérogène qu'il n'était avant 2009. Voilà, donc ça c'est une première série d'interrogations par rapport à ce constat déjà. Moi j'y ajouterais aussi évidemment la question des modalités de certification. Je pense que vous les avez abordées ou qu'elles vont être abordées aujourd'hui, où je relisais le Bref du cercle. C'est une des questions, alors évidemment, autour du contrôle en cours de formation, avec quelque chose que j'appelle parfois une conjonction astrale un peu défavorable, qui a fait que sont arrivés en même temps le passage à 3 ans du baccalauréat professionnel et la rénovation des enseignements généraux de bac, qui sont massivement passés en contrôle en cours de formation, donc avec un alourdissement des modalités de certification. Donc ça, on le sait, on a beaucoup discuté avec les organisations syndicales. On peut y ajouter, c'est un sentiment assez personnel, mais que j'assume, qui est que moi, je m'interroge aussi sur, au-delà de CCF versus mode ponctuel, c'est une évolution que je ressens, où au fond, on évalue de plus en plus sur un mode réflexif. C'est-à-dire qu'en fait, on demande plus tant au candidat que de démontrer ses capacités, que de parler de ce qu'il sait faire, ou d'écrire sur ce qu'il sait faire, qui personnellement m'interroge. Voilà.
Peut-être ce second thème sur ce bilan, c'est que, bon, on a vu la montée en puissance des effectifs, hein, vous voyez les chiffres et au fond les courbes du baccalauréat professionnel et du baccalauréat technologique qui se croisent. Alors, ça peut être lié aussi à une attractivité, je pense que vous l'avez peut-être évoqué hier, peut-être renforcée de la voie professionnelle, avec ce passage à 3 ans, le discours qu'il y a eu sur l'égale dignité des 3 voies, dont on pourrait peut-être rediscuter. Peut-être que le bac pro est vécu comme une voie d'accès vers le BTS plus facile que la voie technologique. Enfin, je pense qu'il y a des ambiguïtés autour de ça. Bon, en même temps, on peut dire que, en termes strictement statistiques, le baccalauréat professionnel a beaucoup contribué à l'élévation du niveau de qualification et du niveau de diplôme pour cette génération. C'est une donnée majeure. Alors après, elle a effectivement des effets de système et on peut s'interroger, même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'était très bien que Guy Brucy évoque un certain cinquantenaire, la question du devenir de la voie technologique est quand même aujourd'hui une vraie question. C'est un peu... voilà. Alors, moi, l'analyse que j'en fais, c'est que c'est quand même antérieur à la rénovation de la voie professionnelle de 2009. C'est-à-dire qu'au fond, la rénovation, par exemple, de la voie technologique tertiaire, qui est antérieure à 2009, avait déjà été vers un fort rapprochement vers la voie générale, et je dirais peut-être même une volonté de couper les ponts avec la voie professionnelle, ou en tout cas de marquer la différence avec la voie professionnelle, mais qui du coup fait qu'on est peut-être passé de quelque chose qui était vécu comme d'une dignité supérieure à celle de la voie professionnelle à une espèce de sous-enseignement général. Est-ce que c'est, si je veux être un peu provocatrice, que je ne devrais pas être ici, mais c'est que est-ce que seule la pédagogie différencie aujourd'hui la voie technologique de la voie générale? Voilà, donc ça fait partie des questions évidemment de système, c'est-à-dire la place, les fonctions de ces 3 voies du lycée, s'agissant du bac. Sur la question de la poursuite d'études, j'imagine que ça a été largement discuté hier. Bon, il y avait une interview d'ailleurs de M. Lermignot vendredi soir dans l'AEF. L'appétence vers la poursuite d'études des bacheliers professionnels, on la connaît, hein, avec même si c'est, je crois, plus de 70% des bacheliers professionnels qui, dans APB, disent vouloir poursuivre leurs études vers un BTS, même si la réalité de la poursuite d'études n'est pas celle-là. Cette appétence, elle a évidemment beaucoup grandi. La question est aujourd'hui celle de leur réussite dans cette voie professionnelle, y compris dans le BTS, où ils réussissent bien évidemment mieux que dans les voies universitaires, mais pour autant avec des taux de réussite qui, s'ils ont beaucoup progressé ces dernières années, restent insuffisants. Donc là, il y a là beaucoup de questions. Il y a là encore la question aussi du devenir de la voie technologique. On sait quand même qu'un certain nombre de bacheliers technologiques n'obtiennent pas depuis des années des places dans des DUT, et ou n'ont pas le projet de BUT ou la capacité à réussir en DUT, et il y a un risque d'éviction des bacheliers technologiques hors des BTS. Je pense que c'est une question que nous devons avoir en tête. Donc voilà un petit peu quelques éléments de bilan qui sont des éléments de constat. Enfin, on a un document épais comme ça, qui sont des éléments de constat qu'on a essayé de beaucoup fouiller. Ça a été d'ailleurs très, très intéressant, qui sont la base de questions dont nous allons maintenant débattre avec nos partenaires. Eh bien, merci beaucoup, Brigitte. C'était pas du tout langue de bois, donc on voit que on peut s'affranchir, non pas de règles, puisqu'elles ne sont pas situées, hein, mais en tout cas, les questions, effectivement, on les a posées aussi. Mais on attendra quand même des réponses tout à l'heure. J'ai passé la parole maintenant à Martine Pavot, qui va nous parler donc de la région Nord-Pas-de-Calais. Oui, merci. Effectivement, le tandem État-région est de plus en plus d'actualité, puisque sur la carte des formations professionnelles, le rôle des régions est réaffirmé. C'est un rôle qui est très largement, je vais dire, encadré par la capacité de l'État à accompagner des volontés régionales de tracer des priorités, puisque la loi prévoit que
l'État et la région signent ensemble une convention pour pour acter les rentrées dans les lycées professionnels, notamment, et puis dans l'apprentissage aussi, hein, par le même exercice. Mais c'est vrai que autant dans l'apprentissage, la région est compétente, on va dire, financièrement, et donc peut accompagner plus largement des décisions, même si les services académiques exercent leur capacité de contrôle. Autant sur la voie professionnelle dans les lycées, nous sommes dans l'exercice en ce moment de préparation de la rentrée 2016, autant nous sentons à la région combien nous sommes interdépendants, et certainement la région plus des capacités de l'État que l'État des capacités de la région. L'exercice que nous avons fait dans le Nord-Pas-de-Calais, à travers l'élaboration d'un contrat de plan régional de la formation professionnelle, qui, comme je l'ai dit hier, a été un réel exercice de co-construction, puisque nous avons écrit mot à mot, virgule après virgule, les priorités de ce contrat régional de formation professionnelle, nous a conduit à être en capacité de contractualiser avec l'ensemble des branches professionnelles autour des priorités retenues par les partenaires sociaux, par les politiques, par l'État, par les acteurs de la formation professionnelle. Et donc nous travaillons dans des analyses que nous croisons entre ce qu'on peut appeler très rapidement les besoins de l'économie, si tant est qu'on arrive à bien les cerner et que les branches aient tous les éléments, les enjeux de l'innovation, puisque nous essayons quand même de nous projeter dans de grandes évolutions. En ce moment, on parle beaucoup de troisième révolution industrielle. Il faut qu'on puisse prendre en compte ces évolutions sur l'évolution des métiers. Et puis, nous travaillons, bien entendu, à partir de l'appareil de formation existant et de la réalité des territoires. Réalité des territoires en termes de géographie, en termes d'indices de développement, en termes aussi de développement de projets. Vous savez tous, pour faire dans la caricature, hein, que le Valenciennois, c'est plutôt, par exemple, dans le Nord-Pas-de-Calais, le territoire du ferroviaire, de l'automobile, que Boulogne, ça va plutôt être les métiers de la pêche et des métiers de la transformation, etc., etc. Et que la métropole et Valenciennes encore, c'est plutôt le numérique, les industries créatives, et qu'on a des pôles qui rejoignent des identités de territoire et des familles de métiers. Donc nous menons cet exercice dans le cadre du contrat régional de formation professionnelle, d'essayer de voir quelle grande feuille de route nous pouvons essayer de construire avec les services académiques pour tracer des possibilités de développement pour les jeunes et les moins jeunes, puisque nous essayons quand même de faire en sorte que ces analyses servent à la fois les jeunes qui sont la priorité dans la voie initiale scolaire et dans l'apprentissage, mais aussi les moins jeunes dans le cadre de la formation tout au long de la vie, puisque nous sommes maintenant dans ces exercices croisés. En même temps, nous nous rendons compte que quand nous envisageons l'avenir en termes d'insertion, puisque nous avons ces problématiques qui sont à la fois quelle qualification, mais aussi quelle capacité d'insertion, et puis quel emploi, et quel type d'emploi. Nous nous rendons compte qu'il y a des éléments, je disais, d'interdépendance entre les mondes académiques et régionaux qui ne sont pas de même nature. Quand la région met en avant, par exemple, que le Nord-Pas-de-Calais, pour parler de notre région, est toujours une grande région industrielle, et que les analyses montrent que nous aurons besoin, avec le vieillissement, avec les évolutions technologiques, d'avoir des jeunes formés dans ces métiers qui ne sont pas attractifs, dans des qualifications qui sont trop peu encore occupées. Nous avons à nous entendre avec l'académie qui va nous répondre en termes de ressources humaines, en termes de moyens. Alors, je vais être aussi un peu provocatrice en termes de moyens, et la conjonction des facteurs qui vont pousser la région à demander cette carte des formations et qui vont pousser l'académie
à l'accompagner ne sont pas toujours de même nature. Tout ça repose la question première du projet politique. Quel est le projet politique pour une région et que vont faire les régions, notamment dans leur nouvelle géographie, puisque là, je parle du Nord-Pas-de-Calais, on l'a dit hier, le 1er janvier, nous serons dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Comment les régions vont-elles ou se sont-elles déjà saisies du projet politique de cette carte des formations professionnelles? Elles avaient déjà à écrire ou à prévoir un schéma régional des formations qui restait quand même un peu, je vais dire, théorique, puisque finalement c'était toujours le rectorat qui l'emportait. Maintenant qu'elles sont de plus en plus sur le devant de la scène sur ces décisions, comment on va mettre en opérationnalité un projet politique et quel projet politique va être porté? Alors bien sûr, il y a des objectifs qui sont communs, que nous remettons en avant depuis des décennies maintenant, sur l'élévation des qualifications. Je pense que nul ne contestera que plus la qualification est élevée, plus le socle de connaissances est consolidé, plus il y a de capacité à rebondir ou à trouver une voie qui conduise au moins à la réussite ou à la satisfaction, on va dire, des premières ambitions. Mais il y a en même temps cette volonté de faire, je disais hier, à laquelle nous sommes confrontés dans notre région, que des évolutions qui vont maintenant très vite puissent se réaliser dans des entreprises qu'on n'a pas forcément imaginé s'installer ou qu'on n'a pas forcément imaginé voir partir, puisque c'est à peu près dans la même logique, et qui font que les mouvements de recrutement pourraient très bien, dans une région comme le Nord-Pas-de-Calais qui émerge, ou qui tente d'émerger d'une histoire quand même assez lourde de transformation de son économie avec une population qui continue à porter le poids de ces transformations, comment faire en sorte que les jeunes soient ceux qui vont être destinataires des évolutions positives de notre contexte économique. C'est-à-dire comment faire comprendre l'intérêt de diversifier les choix d'orientation, comment rendre lisible aux familles une carte des formations professionnelles qui reste très jargonnante quand même, qui reste quelquefois très éparpillée, parce qu'on a répondu à la demande sociale, parce qu'on a répondu à des identités d'établissement, parce qu'on a répondu à des élus locaux aussi qui voulaient avoir un lycée ou qui ne voulaient pas voir partir telle ou telle formation, parce qu'on est aussi dans une concertation fraternelle et quelquefois pas tout de suite dans la même temporalité avec des partenaires sociaux, et comment on résout toutes ces équations. Moi, ce que je souhaite apporter comme témoignage dans cet exercice que j'ai fait une fois du côté de l'État, puisque j'étais directrice de cabinet de recteur il y a quelque temps, et puis que je suis directrice des formations à la région, c'est que c'est un exercice qui va trouver une nouvelle concrétisation avec les évolutions de la loi Peillon et de la loi NOTRe, et les nouvelles compétences croisées qu'on octroie au local et au national. Quand j'évoque les problématiques que je viens d'esquisser de façon un peu caricaturale, on voit bien le poids porté par toutes les procédures d'orientation, et plus même que d'orientation, d'information sur les métiers, ce qui est pour l'instant encore, je vais dire, à l'état vraiment zéro de la question, et en même temps de tropisme local. J'en parlais avec les collaborateurs ce matin, puisque nous préparons cet exercice de rencontre entre le recteur et le président de région sur les décisions, la carte des formations. Nous avons affaire quelquefois, enfin pas très souvent d'ailleurs, à la problématique des sections qui ne sont pas remplies, les places vacantes dans la formation professionnelle, que ce soit en apprentissage ou dans les lycées. C'est la terreur, parce que quand on n'a pas le nombre d'élèves requis dans une section professionnelle dans un lycée, on peut s'attendre à ce que la section soit fermée. Et donc, cette problématique va tomber, bien entendu, sur des sections qui concernent des métiers en tension, comme on dit, ou qui sont à potentiel de développement. On est toujours dans un tropisme sur l'orientation et sur
les parcours de formation qui fait que si on a un lycée industriel dans le Valenciennois qui a des sections qui n'ont pas les places, on va essayer d'orienter les gosses du bassin de formation en allant les solliciter pour qu'ils aillent dans les formations de tel ou tel lycée, alors que peut-être à l'autre bout du territoire, il y aurait une offre pour les jeunes ou des jeunes qui seraient plus intéressés par ces formations. Donc on a des problèmes de zone de chalandise, comme on dit vulgairement, c'est-à-dire qu'on reste sur des géographies voulues au niveau national, qui sont arbitrées au niveau régional et qui sont très enfermées dans des frontières locales. Donc on a cette première problématique de la géographie. On a bien sûr, mais j'y viendrai, je ne vais pas y venir trop longuement parce que je suppose que ce sera dans les débats, la problématique de la discrimination sociale. Et dans des régions comme la nôtre, nous voyons que tous les effets de balancier qui vont vers des orientations plus importantes vers la voie technologique par rapport à la voie professionnelle, comme c'est en ce moment le cas dans l'académie, font qu'on s'interroge au niveau régional sur une ghettoisation, pour employer des mots un peu trop excessifs, encore plus forte de la voie professionnelle et de la discrimination sociale des jeunes qui sont accueillis dans les bacs professionnels, pour les citer très directement. Toutes ces questions sont quand même, je veux dire, très éclairées maintenant, enfin très éclairées, en tout cas elles sont mises en abîme par le débat sur l'apprentissage. Et nous voyons bien qu'à la fois les problématiques se croisent entre apprentissage et voie scolaire, mais sont quand même de nature différente, puisqu'on n'a pas le même public, on n'a pas les mêmes contraintes, et on a donc on commence à avoir des analyses qui enrichissent, je pense, les arguments sur la voie professionnelle. Alors pour laisser la place au débat, je terminerai ces propos sur le fait que, comme je l'ai dit hier, et comme vous l'avez dit, madame, sans le bac professionnel, le Nord-Pas-de-Calais n'aurait pas approché des moyennes nationales sur l'accès au baccalauréat. Et on serait passé très loin d'une ambition familiale qui maintenant est installée dans les familles, même dans les familles populaires, et qui a permis à cette région d'accéder à des niveaux de qualification. Nous sommes aussi, nous, en région, persuadés que la notion de parcours de formation est une notion qui correspond à ce que l'on peut imaginer comme accompagnement de jeunes qui ont besoin, pour certains, d'avoir des étapes successives avant d'arriver à une qualification qui n'est pas quelquefois sur une trajectoire directe. Et le bac pro est un élément central de ces parcours de formation. Nous nous réjouissons qu'une grande partie, 30% de l'Académie de Lille apparemment, des bacheliers professionnels aillent vers une poursuite d'études. Ça nous semble assez cohérent pour des parcours de formation, puisque les régions maintenant ont à avoir un regard sur Bac-3, Bac+3, le nouveau paysage de la formation professionnelle. Nous posons les questions qui continuent à nous tarauder sur le décrochage, qui est quand même toujours massif dans les lycées professionnels, avant le bac professionnel, et aussi dans les BTS, pour les bacheliers professionnels, et quelquefois juste avant, me disaient mes collaborateurs ce matin, juste avant de passer l'examen, comme s'il y avait un ultime complexe à aller jusqu'à cette qualification supérieure. Donc je pense que le bac professionnel est une grande question, vous l'avez resitué très justement, que c'est quand même, quelles que soient les problématiques, les freins, les réserves qu'on peut avoir, quelquefois les regrets aussi, puisque, je vous dis, la discrimination sociale est quand même toujours là, c'est quand même un formidable levier qui permet, quand les populations sont comme dans certains territoires de cette région, viennent de très loin, qui permettent de se tracer un avenir vraiment tourné vers des qualifications plus élevées, quelquefois avec une étape intermédiaire.
Donc, grand sujet de réflexion, grand sujet aussi d'inquiétude quand on ne peut pas tout à fait, en tant que région, influer sur le choix de l'ouverture des sections professionnelles. Et puis, bon, voilà, la question que je voudrais collectivement nous poser, c'est est-ce qu'on peut inventer un modèle d'information aux familles sur la réalité de ce que ces formations et de ces qualifications donnent comme chance pour l'insertion et pour réussir ce qui est encore très compliqué chez nous, l'accès à une vie réussie et l'accès à un emploi pour ces jeunes qui sont encore, pour certains, très très nombreux au chômage. Merci. Je vais passer la parole à Aziz Gelab. Merci. Je vais essayer de présenter un peu, puisque la question c'était sur le bilan, puis en même temps il y a aussi les perspectives, au fond l'avenir du bac professionnel. Donc sur le bilan, j'ai évidemment, tu l'as dit en présentation, une entrée qui est celle des élèves et puis celle du lycée professionnel. Alors on sait bien que la voie professionnelle, ça n'est pas seulement le lycée professionnel, mais dans la mesure où c'est un ordre qui scolarise pratiquement les tiers des lycéens aujourd'hui, ça valait la peine aussi de voir un petit peu ce qui se passe dans cet ordre d'enseignement. Et donc, ce que je peux dire au terme de plusieurs années d'observation, c'est que globalement, on peut constater quand même que les élèves de lycée professionnel, quand on les interroge sur leur rentrée, et là ça va rejoindre une des remarques que vous avez faites à l'instant, ils vous disent finalement j'ai été au lycée professionnel, je vais au lycée professionnel parce que je ne peux pas aller vers la voie générale ou la voie technologique. Donc c'est quelque chose qui reste encore prégnant aujourd'hui. Et ce qui interroge la notion de choix, notamment de la voie professionnelle. Mais en même temps, et c'est là où il y a quelque chose d'intéressant à constater, c'est que le bac professionnel, certes, quand il a été créé, il a eu un effet d'attractivité sur les élèves, même s'il est resté sélectif, c'était seulement 40% des titulaires de BEP qui pouvaient y accéder, mais dès lors qu'il est passé en 3 ans, où ça a posé un certain nombre d'interrogations, même si je pense que la réforme Bac Pro 3 ans a fait moins de bruit que d'autres évolutions. Par exemple, quand il y a des débats sur la filière scientifique, l'enseignement de l'histoire, est-ce qu'il faut le faire passer en première ou en terminale, ou lorsque un journaliste vous pose une question, qu'est-ce qui vous permet de dire que le bac professionnel a la même dignité que les autres bacs professionnels, donc ça suppose déjà qu'il n'a pas forcément la même dignité scolaire, eh bien le fait que ces 3 ans, que le bac pro soit passé en 3 ans, a eu un effet, je dirais, pas sur le choix directement, mais l'effet sur la manière dont les élèves de lycée professionnel vivent leur scolarité. Et ça permet aussi d'interroger une catégorie que l'on a souvent tendance à surestimer, qui est de dire finalement les élèves, dès lors qu'ils n'ont pas choisi leur orientation, ils auraient des difficultés par la suite. Or, quand on observe des élèves et leur parcours au lycée professionnel, c'est au lycée professionnel, à travers des interactions et des pratiques pédagogiques, y compris le fait de réinterroger son propre mode d'enseignement avec la réforme Bac Pro 3 ans qui a aussi bousculé les enseignants. Là encore, on a beaucoup parlé de la réforme de la filière technologique et on sait que la filière technologique industrielle s'est traduite par des effets sur les pratiques pédagogiques des enseignants en partie qui se disaient finalement on n'est pas forcément formé pour enseigner de nouveaux contenus disciplinaires. En lycée professionnel, les interrogations qui sont passées par l'idée à savoir qu'on ne peut pas préparer des élèves en 3 ans là où il fallait du temps. En réalité, il y a d'autres interrogations, notamment le contrôle en cours de formation qui interroge les pratiques pédagogiques, le fait aussi que ça a donné le sentiment chez certains enseignants, et notamment les enseignants de ce qu'on appelle entre guillemets les matières professionnelles, à savoir que finalement il y a une sorte de déprofessionnalisation puisqu'ils disposent de moins de temps de formation de leurs élèves. Donc ces interrogations restent encore vives, mais en même temps, il faut s'interroger sur ce que la réforme fait au public. Et donc j'en reviens à cette entrée sur les élèves, avant d'arriver aussi, peut-être revenir un peu sur un point qui me semble important, qui concerne la poursuite d'études, que l'on constate ces dernières années, et qui interpelle aussi notre institution. D'abord pour les élèves, il est évident que ce qui frappe quand on rencontre les élèves de la filière, le bac professionnel, plus que du CAP, c'est la diversité des profils. Quand je dis la diversité des profils, pas au sens profil social, mais profil au sens de rapport aux études. C'est pour ça que il me semble que l'entrée aussi, rapport au savoir et aux apprentissages est utile, parce que ça permet
aussi de voir ce qu'une réforme fait au public et comment les élèves s'en approprient justement les enjeux, les contenus. Cette diversité aussi se traduit par, finalement, globalement, même s'il y a cette diversité en rapport au savoir chez les élèves, on peut dire que plus de 50% aujourd'hui, dès qu'ils rentrent au lycée professionnel, avec la perspective de vouloir poursuivre des études. Et donc la symbolique du baccalauréat professionnel n'est pas anodine quand il s'agit d'élèves issus majoritairement de milieux populaires. Il se trouve aussi, et c'est là où c'est intéressant à observer, c'est que le rapport aux apprentissages permet aussi à des élèves de donner du sens à des contenus et d'être aussi dans ce constat que je vous livre rapidement, c'est que c'est aussi la confrontation à des contenus, à des stages parfois aussi en entreprise, qui donne aux élèves des perspectives. Et donc, le baccalauréat professionnel, cette symbolique, conduit beaucoup d'élèves à dire finalement je veux poursuivre des études dans l'enseignement supérieur et il ne faut pas minorer, si vous voulez, cette évolution. L'autre élément aussi qu'on peut remarquer, c'est que, et c'est là où il peut y avoir aussi, peut-être je vous livre un peu ce constat, c'est qu'il n'y a pas seulement l'idée de revanche sur la poursuite des études chez les élèves, il y a l'idée de dire finalement je maîtrise finalement ma situation scolaire et en faisant s'élaborent aussi des projets d'avenir. Et du coup, si on veut faire un bilan sur le baccalauréat professionnel, je crois aussi que ça pourrait être intéressant de dire, de constater que qu'est-ce qu'une réforme fait au public, comment les publics s'approprient la réforme, quelles possibilités aussi parfois de, entre guillemets, détournement des finalités, parce qu'on sait que le baccalauréat professionnel reste toujours un peu dans cette zone d'incertitude entre entrer dans la vie active ou poursuite des études, quel finalement usage on en fait, et les usages ne sont pas forcément ceux que pense l'institution scolaire, ni les acteurs, on va dire, entre guillemets, les adultes. Par exemple, beaucoup d'élèves auxquels on dit finalement, vous savez, il y a des débouchés dans tel ou tel métier, ça n'est pas une raison suffisante pour qu'ils vous disent, ben, finalement, je vais y aller. Et de ce point de vue, par exemple, sur les parcours, les élèves que j'ai interrogés récemment, qui sont en filière, qui préparent un BTS ou qui préparent un bac professionnel, eh bien beaucoup d'entre eux, ou certains d'entre eux plutôt, ne sont pas passés forcément par le lycée professionnel. Ils ont fait un apprentissage, parfois ils sont effectivement en formation par apprentissage ou en formation dite initiale, et quand on les interroge, on s'aperçoit que c'est aussi une autre façon de vivre leur scolarité qui est en jeu, indépendamment, même s'ils ne sous-estiment pas, des finalités professionnelles. Donc l'insertion professionnelle, qui constitue un élément important et qui est toujours en doute par rapport au bac professionnel et ses finalités, n'est pas forcément toujours la priorité de ces jeunes. Et donc, c'est pour ça que je disais finalement, s'interroger aussi sur les finalités ou les usages qu'en font notamment les élèves quand ils préparent un baccalauréat professionnel. Alors, il n'en reste pas moins qu'un certain nombre d'interrogations persistent. D'abord, si on fait le bilan sur le bac professionnel qui, à l'origine, était censé, évidemment, élever le niveau de qualification des ouvriers, éventuellement qu'ils soient techniciens, on s'aperçoit que au niveau de cette finalité, le bac professionnel n'a pas atteint l'ensemble de ses objectifs. Ça a été dit tout à l'heure sur le fait que l'insertion professionnelle, on a peu d'élèves qui rentrent avec un bac professionnel directement, ouvriers hautement qualifiés, et encore moins techniciens. Sur la question de la poursuite des études, incontestablement, la tendance, on le voit, elle est vers la poursuite d'études, vers les filières, surtout les STS, moins vers l'université, même si, et c'est intéressant de constater que la plupart du temps, quand on veut dénoncer, plus ou moins, on va dire, de façon virulente, la propension des élèves à poursuivre des études, l'exemple qu'on prend, c'est souvent l'université. Alors évidemment, à l'université, le taux de réussite est extrêmement faible. Et on s'interroge moins sur la réussite dans les filières, en BTS par exemple. Autre élément aussi, dans les lycées ou les établissements scolaires qu'on visite ou les acteurs avec lesquels on peut avoir des échanges, eh bien souvent, il y a une certaine difficulté à penser l'ambition scolaire via la voie professionnelle. Et donc la poursuite des études en BTS, je pense, elle interroge et elle bouscule un peu les représentations qu'on peut avoir aujourd'hui des qualifications. Et peut-être, et c'est une question qu'on peut se poser, le fait que des élèves de la filière technologique se détournent des filières type BTS est aussi une conséquence
peut-être de cette évolution de la part des bacheliers professionnels. Et donc l'image des diplômes, leur attractivité, peut conduire aussi à cette hiérarchisation que l'on peut observer dans l'enseignement supérieur. Et enfin, pour dire les choses qui concernent l'information et le rapport des élèves, notamment à la formation, je crois qu'il serait intéressant de, bien sûr, l'enseignement professionnel et le bac professionnel à redorer l'image des lycées professionnels. On sait qu'historiquement, ça a été aussi défendu par, par exemple, les chefs d'établissement pour que ce soit une valorisation, mais ça conduit aussi, et peut-être aussi un bilan, à minorer le sort des élèves de CAP, qui constitue encore le public le plus en difficulté. Et il serait intéressant aussi de voir en quoi est-ce qu'on assisterait, on pourrait faire un peu l'histoire, ça ne se répète jamais totalement à l'identique, mais tout de même, autant on peut voir cette poursuite d'études des bacheliers professionnels vers l'enseignement supérieur comme un peu ce qui s'était passé pour les bacs technologiques à l'origine, autant on pourrait dire aussi que la disqualification à un moment donné du BEP par le bac professionnel, aujourd'hui, elle se traduit un peu plus par une minoration finalement du statut du CAP, soit le public, encore une fois, qui est le plus en difficulté. Alors ce que je constate aussi, c'est un phénomène sur lequel il faudra peut-être se pencher pour faire des enquêtes puis scientifiques, c'est qu'on a aussi des élèves qui vont vers le CAP pour après entrer en première professionnelle, soit le public le plus en difficulté en collège, qui finalement se disent on va tenter le CAP, et après donc poursuivre des études. Ce serait intéressant de voir est-ce que finalement le CAP, à certains niveaux, ne joue pas le rôle que jouait le BEP auparavant dans la poursuite des études vers le bac professionnel. Merci pour tous ces éléments. On voit qu'en fait, vous nous adressez, c'est un programme de recherche que vous nous renvoyez, et pas seulement des réponses. Alors néanmoins, j'ai quand même une deuxième question qui pourrait susciter quelques points de vue plus affermis. Alors je rappelle quand même que la rénovation de la voie professionnelle n'a pas été bien perçue par d'abord les syndicats enseignants qui se sont élevés contre cette rénovation, puis après certaines négociations ont pu avoir lieu avec certains d'entre eux, mais en tout cas que du côté des organisations patronales, et je pense en particulier au MEDEF, l'hostilité était assez vive, et j'avais noté dans un rapport et dans un article cette hostilité qui reposait sur le fait que la structure des emplois n'allait pas être transformée et que de toute façon les emplois d'exécution allaient rester, parce qu'ils avaient dit autre chose 20 ans plus tôt, mais bon, là, donc là, les emplois d'exécution allaient rester, et que c'est plutôt du niveau 5 dont les entreprises avaient besoin, plutôt que de bacheliers, même préparés en 3 ans. Donc le discours était ferme, et en même temps, le MEDEF avait dit, de toute façon, on suivra les résolutions, on n'a pas le choix, donc on suivra les résolutions du ministère, mais comme vous le savez, notre pouvoir est discrétionnaire sur l'allocation des emplois et des salaires, et donc on fera ce qu'on voudra. Et donc, s'ils occupent un emploi qui correspond... qui est un emploi d'ouvrier qualifié simple, ils auront un bac pro, mais ils seront payés comme s'ils avaient un CAP. Et de fait, le CEREC montre qu'il y a quand même une certaine substitution entre les titulaires de CAP et de BEP et de bac pro. Alors il y a ça, donc du point de vue de l'insertion. Et puis une autre question quand même sur la poursuite d'études, sur laquelle Aziz Gelab a beaucoup parlé. Benoît Bouix avait écrit en 1997 que Benoît Bouix était le responsable des diplômes professionnels, bien longtemps avant Brigitte Roquemet. Il avait écrit dans un ouvrage publié en 1997 que la poursuite d'études des bacheliers professionnels, si elle grossissait trop, elle faisait courir le risque d'une dénaturation des diplômes, enfin du diplôme. Et en l'occurrence, on savait bien par l'histoire que dès lors qu'un diplôme avait une double finalité, il devenait exclusivement poursuite d'études, et la question de l'accès à l'emploi devenait secondaire. C'est vrai, ça a été vrai pour le brevet de technicien, pour le bac techno, pour le BEP. Pour le BEP, ça a carrément été un objet de condamnation. Donc on peut s'étonner quand même de voir afficher aussi nettement la finalité de poursuite d'études du bac pro, surtout corrélée au BTS, parce que la question qui se pose, c'est est-ce que, du coup,
ce sera une anomalie de sortir sur le marché du travail avec un bac pro, comme ça a été considéré récemment pour le BEP, hein, puisque les sortants de BEP sur le marché du travail étaient considérés comme faisant problème. C'était une anomalie de quitter le système éducatif avec un BEP. Donc c'est ça qui a justifié la suppression du cursus de formation. Donc est-ce que le bac pro doit devenir principalement un diplôme de poursuite d'études pour contribuer à l'objectif des 60% d'une classe d'âge à un diplôme du supérieur? C'est tentant. Et si c'est ça, alors l'insertion, est-ce qu'on peut maintenir, est-ce que politiquement on peut dire qu'il y a un lien avec la qualification, même si c'est un discours politique, hein, il y a un lien avec la qualification d'ouvriers et d'employés qualifiés, ou est-ce qu'on peut dire finalement les liens entre diplôme et emploi et qualification finalement ressortissent du marché du travail et c'est la politique d'élévation des niveaux d'éducation qui monte, les parcours des jeunes qui comptent et pourquoi pas, c'est un discours politique, la politique doit assumer hein, ses résolutions, mais jusqu'à quel point cette politique peut se poursuivre et est-ce que le choix peut être fait d'affirmer plus fermement cette double finalité du bac pro qui est quand même très orientée vers la poursuite d'études, même si le discours n'est pas encore aussi clair que ça, c'est quand même ce qu'on peut lire avec bac-3, bac+3. Moi, quand j'entends bac-3, bac+3, j'ai du mal à penser qu'il y a une place pour bac, hein, à part entendre qu'il est moins. Donc, voilà. Donc voilà, c'est des questions ouvertes, éminemment difficiles. J'en entends bien. Et je passe le micro. Bon, alors je ne répondrai pas à toutes tes questions. D'abord, sur ce que tu dis sur l'attitude du MEDEF vis-à-vis du bac pro 3 ans, c'était un peu plus compliqué que ça quand même. On a l'habitude, mais ce n'était pas le discours du MEDEF, c'est le discours de certaines branches. Pas n'importe lesquelles. Enfin, j'ai souvenir essentiellement bâtiment, hôtellerie-restauration, par lesquelles. Non, lui-même, elle dit... Enfin bon, passons. Oui, elle a dit ça, mais elle ne disait pas forcément ça en CPC, en l'occurrence. Hein. Enfin bon, j'y étais aussi. Bon, bref. Non, mais comme toujours, c'est ce que je voulais dire aussi. De toute façon, c'est que ça a été évoqué un peu ce matin. On est face à sous un même nom, on a des produits extrêmement hétérogènes. Le bac pro... voilà, on parle du baccalauréat professionnel, on devrait parler des baccalauréats professionnels quand même, avant tout. Alors, pour plein de raisons, enfin, ils sont hétérogènes en termes de contenu, de forme de référentiel, de cible professionnelle, de liens plus ou moins forts avec l'emploi et ou avec la poursuite d'études. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête. C'est-à-dire que derrière le mot baccalauréat professionnel, on a quand même des objets extrêmement divers. Alors, sur la question de la double finalité, qui effectivement, on dit depuis longtemps, c'est toujours la poursuite d'études qui l'emporte. Alors, c'est tout à fait le cas, effectivement, sur le BEP. C'est vrai qu'il y a une ambiguïté du discours, parce que les différents acteurs du système disent des choses diverses les uns et les autres. Alors, quand même... La ministre, le 4 septembre, a quand même, lors d'une intervention sur l'enseignement professionnel dans la semaine de la rentrée, ce qui n'est pas si fréquent que ça, assez forte, a réaffirmé que la vocation, avant tout professionnelle, du baccalauréat professionnel, enfin d'insertion professionnelle, et quand même assez fermement, en rappelant, y compris, l'effet du diplôme sur l'insertion professionnelle par rapport à l'absence de diplôme ou au suivi de la formation sans diplôme. Donc la vocation, avant tout professionnelle, du baccalauréat professionnel, je dirais, a été très clairement réaffirmé récemment, ce qui ne veut pas dire que pour autant on renonce à l'objectif de réussite dans les poursuites d'études pour ceux d'entre eux qui veulent réussir, bien entendu, en sachant que là aussi la proportion de réussite est importante. Mais la première vocation d'insertion professionnelle, elle a quand même été politiquement très réaffirmée et elle l'est bel et bien aujourd'hui. Voilà, donc cette ambiguïté demeure. On sait bien que parmi les acteurs, enfin, je disais tout à l'heure à certains d'entre vous que j'ai été, il n'y a pas si longtemps que ça, mère d'élève de 3e, et voilà, j'ai entendu texto un principal de collège dire, bah voilà, vous pouvez aller en seconde générale et technologique, ou bien si vous voulez faire un BTS,
faites donc un baccalauréat professionnel, hein, texto. Donc, je n'ai rien dit, j'ai inutile de vous le dire, je me suis cachée dans mon petit coin. Voilà, mais voilà, et on sait bien que les acteurs produisent des discours les uns et les autres, et puis qu'après ça, il y a des stratégies parentales, les questions de choix d'orientation. Donc, je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors, je ne vais évidemment pas répondre à ta question. C'est une question, quand on est dans la fabrique à diplômes, quand on y est au CPC, évidemment, on a tout le temps ça dans la tête. Et qu'on sent bien depuis plusieurs années, quand on est sur de la rénovation de baccalauréat professionnel, la tentation, qui est plus ou moins forte selon les chefs de projet, les sujets, la réalité de l'insertion au niveau bac, d'anticiper sur les compétences qui seront nécessaires à la poursuite d'études. Hein, c'est-à-dire qu'au fond, on a cette question, elle est présente, et ce n'est pas tout à fait illégitime de ne pas l'évacuer. Et puis d'un autre côté, on pourrait regarder, quand on regarde la dernière étude de la DEPP sur l'étude assez fine des notes aux épreuves professionnelles, aux épreuves du bac pro, c'est-à-dire qu'on voit bien que ce n'est pas avec les épreuves d'enseignement général qu'on réussit à l'examen, hein, par le jeu des coefficients, par exemple. Ce qui, on le sait, est une vraie difficulté sur la réussite dans les poursuites d'études. Je donne un peu quelques éléments qui sont aussi des pistes de réflexion. Je voulais en dire un autre qui m'est sorti de la tête. Oui, sur la poursuite d'études. D'abord, quand même, les taux de réussite dans l'enseignement supérieur, je parle essentiellement du BTS, qui est quand même... Hein, ont quand même beaucoup progressé ces dernières années pour les bacheliers professionnels. Le différentiel demeure, bien entendu, avec le bac généraux et technologique, mais le taux de réussite a quand même beaucoup progressé. Je pense aussi, il faut raisonner quelles sont les chances, enfin, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'ils réussissent mieux. Je pense que parmi les choses qu'on peut faire, c'est ne pas seulement parler des manques des bacheliers professionnels quand ils sont en BTS, mais aussi des réels atouts qu'ils ont pour réussir en BTS. Parce qu'on est toujours sur le raisonnement par rapport aux manques. Et moi, je me souviens très franchement, que j'ai été très choquée de certaines réactions de certains enseignants de BTS au moment quand il y a eu des sujets en CPC sur le passage de bac pro en BTS, où on avait l'impression que ça signait la déchéance des enseignants de BTS que d'accueillir plus de bacheliers professionnels. Et personnellement, ça m'agace un peu. Voilà, je pense que si on ne raisonnait pas seulement en termes de quoi est-ce qu'on doit probablement doter du côté des enseignements généraux, par exemple, ou par exemple du côté de la pédagogie, c'est-à-dire qu'on sait bien qu'une des questions, c'est qu'ils n'ont pas de travail à la maison, baccalauréat professionnel, et qu'on va leur en demander en BTS. Hein. Enfin, il y a des questions qui ne sont pas seulement de l'ordre des référentiels et des contenus, mais réfléchissons aussi aux atouts des bacheliers professionnels pour la réussite en BTS. Pour toutes ces réponses qui nous éclairent bien et montrent aussi qu'on peut partager certains diagnostics, en tout cas. Hein, je pense avec la salle, mais le débat sera lancé. Alors, Martine Pavot. Oui, donc je crois que on est tous habités par des obsessions dans les responsabilités qui sont les nôtres quand on travaille dans ces institutions qui quand même vont jouer des rôles très importants sur les trajectoires finalement des jeunes. Et donc, quand on est dans ces situations-là, je vais dire des banalités, mais on est soi-même des produits de l'institution et nous n'avons pas trop eu de questionnement sur la nécessité d'avoir un diplôme ou pas de diplôme, quoi. Donc, on projette quand même toujours beaucoup, même si c'est une banalité de le dire, hein, sa propre histoire sur la façon dont on va parler de l'histoire des autres. Et donc nous, au niveau de l'avenir des jeunes et de l'insertion, puisqu'on a parlé aussi de l'insertion, on est confronté dans la région à cette énormité de 12 000 à 15 000 jeunes qui décrochent chaque année, qui viennent abonder un vivier qui est de 110 000 jeunes sans solution dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y a actuellement, dans les lycées d'enseignement général et technologique public, il y a 128 129 000 élèves. Donc moi je dis souvent aux politiques pour lesquels nous travaillons, on va bientôt arriver à autant de jeunes, c'est pas vrai parce que scientifiquement c'est pas les mêmes modes de calcul, mais
politique, il faut aussi quelquefois tomber dans la caricature pour faire peser le poids des problèmes. On a un problème majeur par rapport à cette question-là. Et nous traitons en région, c'est notre mission, avec les services de l'emploi, à la fois de comment on fait accéder à la qualification, comment on donne envie d'aller à l'école et de passer des diplômes, comment on convainc les familles qu'il faut que les diplômes sont des garanties, notamment par rapport aux conventions salariales, et parce que notre pays est un pays développé qui fonctionne de cette façon-là, et comment en même temps on va apporter des réponses à des jeunes qui ont arrêté avant d'avoir la qualification. Ça rejoint un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire que ces jeunes qui n'ont pas accéder à la qualification, ils ont des compétences, ils ont des savoir-faire, comme on dit génériquement, et on se confronte, nous, en tant que région, à des dispositifs qu'on met en place sur ce qu'on appelle le circuit court. Quelquefois, c'est la rencontre des chefs d'entreprise avec des jeunes sans solution, sans qualification et sans solution. Il y a un grand programme européen que nous portons en ce moment, qui est le programme de l'initiative pour l'emploi des jeunes, pour les NEET, ceux qui n'ont ni emploi, ni formation, ni stage, qui sont sans solution. Et on voit bien que nous, on a mis en place des SAS préparatoires à l'apprentissage. On est la seule région à avoir fait ça en Europe. Et on voit bien que les jeunes qui sont accueillis actuellement et pour lesquels on part de zéro, puisqu'on met dans des groupes des jeunes qui ont des histoires scolaires très différentes, très vite ces jeunes, ou tout au moins une partie non négligeable, vont chercher une référence par rapport à un savoir professionnel, quel que soit leur cursus scolaire et quels que soient leurs acquis. Alors ces jeunes NEET, ils sont à la fois quelquefois même pas le CAP, ou ils ne sont pas de ce niveau-là, quelquefois ils sont allés bien plus loin, mais ils vont chercher une référence à un savoir professionnel. Et on mesure aussi par rapport à cette recherche par rapport à un savoir professionnel, la recherche par rapport au diplôme, la recherche par rapport à l'emploi, et encore une fois, le spectre, c'est peut-être pas tout à fait dans le sujet d'aujourd'hui, mais le spectre assez restreint dans des métiers dans lesquels ils évoluent. C'est-à-dire il y a quand même un problème majeur, puisque vous parliez des bacs professionnels, les bacs professionnels. C'est vrai que si on est en plasturgie, ce n'est pas tout à fait pareil que si on est dans les services à la personne ou si on est en tertiaire. Les chances d'insertion et les envies de poursuite d'études ou les avantages à la poursuite d'études ne sont pas les mêmes. Mais quand on est devant les jeunes qui, à un moment donné, en ont eu marre de l'école et n'ont plus cru au diplôme ou ne se sont plus donné les moyens de l'avoir, on a le même type d'interrogation. C'est-à-dire, à la fois, ils voudraient bien, ils savent qu'à un moment donné, ils vont chercher l'insertion, quoi qu'on dise, tous les discours qu'on tient sur les jeunes. Ils vont essayer de se référer à un métier, ils vont demander à avoir une immersion ou à avoir un rapprochement avec le savoir professionnel, mais ils vont demander sur un spectre relativement restreint sur les métiers. Et ce que moi je remarque, et c'est encore une fois peut-être pas dans le sujet d'aujourd'hui, mais moi je voudrais bien qu'on sorte toujours de ce qui nous ravage un petit peu depuis longtemps, c'est-à-dire que cette arrogance de la France par rapport à l'enseignement professionnel, cette exigence du diplôme pour avoir une projection dans l'avenir. Mais je pense que, pour reprendre ce que j'ai déjà dit hier et encore aujourd'hui, il faut vraiment vulgariser la palette extraordinaire qu'on offre en France en termes de qualification, mais en termes de métiers aussi. Et il faut peut-être davantage partir maintenant des métiers que des qualifications pour réussir à remettre dans le bon ordre la façon de se projeter dans l'avenir pour les jeunes. Parce que moi, je vois trop dans les territoires, quand on essaye de faire des analyses ou quand on rencontre quand même les proviseurs à longueur d'année, on voit trop le jeune qui habite à Denain, il va se projeter par rapport à ce qu'on fait au lycée de Denain. Au lycée de Denain, il y a un lycée professionnel, il y a un lycée général et technologique. Et le président de région l'a rappelé dans un autre moment qu'on passait sur ces sujets-là. Donc le jeune, il va se projeter par rapport à ce qu'on fait à Denain.
Et quand on va à Denain, si on regarde les catégories socio-professionnelles, dans le même lycée, dans la même cour, on va dire des truismes encore, il y a 70% de catégories ou 80% de catégories socio-professionnelles défavorisées au LP, et il y en a 40% au lycée général et technologique. Et encore une fois, je pense quand même qu'on a travaillé en France sur l'offre de formation, l'offre de qualification par rapport à la jeunesse, et on a trop laissé dans une difficulté de déchiffrage et de lisibilité les métiers en arrière-plan, si bien que les familles, vous le disiez vous-même, madame, vous n'avez pas protesté devant le principal de collège, j'ai été principal de collège, j'ai parents d'élèves, grand-mère maintenant de lycéens, mais les parents n'ont aucune idée de la diversité des métiers et encore moins de la diversité des diplômes. Mais il faut redémarrer de la diversité des métiers. Et moi, je pense que si aujourd'hui on parle de l'avenir du bac professionnel, qui est tout ce que vous dites, mais qui doit être, enfin selon moi, par rapport à, je vous dis, des destins de population, qui doit être un diplôme qui offre la poursuite d'études, qui offre une capacité de poursuite d'études, parce qu'on a besoin d'avoir la réalité de cette formation tout au long de la vie, d'avoir des possibilités, je crois que c'est la grandeur du pays d'offrir des possibilités de rebondir et de poursuivre, qui doit pouvoir aussi insérer directement. Il y a vraiment des jeunes qui doivent, à un moment donné, se frotter à la réalité professionnelle, et il faut vraiment que les entreprises s'habituent à recruter en bac pro, aussi bien qu'en BTS, aussi bien que dans d'autres qualifications. Or, effectivement, dans tout ce qui est dit, on assiste à ça. Le bac pro, c'est bien. Il y a dans l'industrie, vous allez trouver des entreprises qui vont recruter sans problème en bac pro. Ça va être beaucoup plus compliqué dans les métiers du tertiaire, où là, c'est quasiment impossible. Mais je pense qu'il faut rediscuter la trilogie entre le métier, l'emploi, la qualification et surtout remettre de la lisibilité pour les jeunes et les familles. Merci beaucoup. Vous nous rappelez avec justesse qu'effectivement l'empire du diplôme, bien que les diplômes soient aujourd'hui tous professionnels, je le rappelle, puisque avec le RNCP, il n'y ait plus de diplômes non professionnels, mais néanmoins, c'est vrai que la question des métiers, la question des activités professionnelles est passée. Alors je vais dire loin derrière, parce que c'est ma position, mais en tout cas, elle est passée derrière la question des objectifs quantitatifs, puisque dès lors qu'on raisonne en objectifs quantitatifs de taux d'atteinte à un diplôme, quand on raisonne, diplôme du supérieur, 50% licence, 80% au bac, la question des métiers, des activités, effectivement, passe au second plan. Aziz, maintenant. Gélab, pardon. Essayer de répondre à la question. D'abord, il me semble quand même que, puisqu'on l'a dit au départ, le bac professionnel participe de l'élévation des niveaux de qualification, et que finalement, il y a un mouvement qu'on peut appeler un certain engouement pour ce que certains appellent finalement l'inflation scolaire ou l'inflation des diplômes. Et donc ce mouvement d'élévation de niveau de qualification en général a aussi des effets d'entraînement sur les élèves du lycée professionnel et les élèves de la voie professionnelle qu'ils préparent en formation initiale ou en formation ou par apprentissage. L'autre élément qu'on peut souligner aussi, c'est que traditionnellement, la question de l'insertion est souvent corrélée au niveau de diplôme, au niveau de qualification. La chose devient très complexe lorsqu'il s'agit de la voie professionnelle, parce que la diversité des formations, la diversité des spécialités, la diversité des territoires fait aussi qu'on a des inégalités en matière d'insertion qui sont territoriales pour un même niveau de qualification. Donc en fait, il faut, à mon avis, quand on analyse un peu la question de l'insertion, ces éléments, on peut dire, un peu objectifs, qu'on peut objectiver, montrent à l'évidence que ce n'est pas seulement la question du niveau de qualification, mais c'est la question des opportunités. L'autre dimension aussi, c'est vrai que beaucoup d'enquêtes montrent, je l'ai dit tout à l'heure, que les titulaires de bac professionnel
finalement, il y a un processus de déqualification par rapport aux emplois occupés, mais on pourrait aussi se poser la question sur le moyen et long terme, si justement à qualification différente, en comparant des bacheliers professionnels et des titulaires de CAP, si sur le moyen et le long terme, il n'y a pas des effets aussi de mobilité pas forcément ascendante, mais peut-être des mobilités sur des différentes fonctions, peut-être construction de nouvelles compétences. Ça serait intéressant de voir un peu ce que ça donne sur le long terme par rapport à cette question d'insertion. Et puis, un autre élément aussi alors j'ai des choses, j'ai envie de dire, un peu en vrac par rapport aux observations qu'on a pu faire, c'est que si pour analyser les mécanismes d'accès au marché du travail, il faut peut-être les lire à l'envers. On peut aussi étudier ce que deviennent notamment ces élèves qui sortent de la voie professionnelle sans qualification ou sans diplôme, et qui vont faire, comme on dit, un parcours d'insertion, où l'on s'aperçoit, par exemple, si vous avez l'occasion de voir un peu ce qui se fait dans des dispositifs ou des institutions comme l'émission locale, où les jeunes, ils sont accueillis avec un travail sur ce qu'ils appellent le savoir-être. Et je trouve cette catégorie de savoir-être, beaucoup, en plus de la formation aux qualifications, elle est aussi très répandue dans la formation professionnelle, la voie professionnelle. Alors comme si finalement, pour doter les individus de plus de chances d'entrer dans la vie active, il faut travailler peut-être sur des dimensions qui sont négligées en formation initiale. Donc, peut-être sur la question de l'insertion, il serait intéressant aussi de voir si l'évolution du bac professionnel et donc le fait qu'il devienne aussi préparatoire à la poursuite des études ne se traduit pas aussi par des évolutions en matière curriculaire, et puis de la question aussi de cette notion de savoir-être qui est quand même très ambiguë, mais qu'on entend, et qu'on entend aussi chez les employeurs, évidemment, qui vous disent « nous recrutons des bacheliers professionnels, mais vous savez, ils ont les diplômes, ils ont le savoir-être ». Voilà. Alors, savoir-être, ça peut recouvrir l'intégration à un groupe professionnel, la gestion du temps, les apprentissages, aussi le respect de la hiérarchie, enfin, tous des éléments qu'on pourrait qualifier sociologiquement et classiquement des éléments disciplinaires, mais ça fait partie, si vous voulez, des règles du jeu. Et du coup, si on interroge cette thématique de l'insertion à partir du cas des jeunes sortants sans qualification, que vous avez évoqué tout à l'heure en particulier, on doit aussi se poser la question de ce que l'école, ce que la formation professionnelle propose aux élèves pour les préparer à l'entrée dans la vie active. Et donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est que, par exemple, je vais prendre un exemple que vous connaissez sans doute, quand on travaille par exemple sur les stages que les élèves font, ce qui est une période de formation au milieu professionnel. Peu d'élèves, ça peut être surprenant, peu d'élèves considèrent que le stage est un moyen aussi de prospection de l'entrée dans la vie active quand on a son bac. Donc ça veut dire aussi quelle exploitation on peut en faire, alors même que beaucoup d'élèves, les mêmes d'ailleurs la plupart du temps, vous disent qu'est-ce que c'est intéressant et c'est bien de se former en lycée professionnel ou préparer un bac pro, parce que ce qui est intéressant, j'en prends une expression d'un élève, il m'avait dit, ce qui est intéressant dans le lycée professionnel, ce sont surtout les stages qu'on fait en entreprise. C'est-à-dire qu'il était bien quand il n'était pas en formation au lycée professionnel. Vous voyez un peu le lien qu'il peut y avoir entre justement ces temps qui préparent aussi l'insertion professionnelle. Et enfin, un élément aussi qui n'est pas négligeable, alors j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des variétés, des différences en fonction des spécialités, il faut aussi qu'on interroge les modes d'accès à la vie au marché du travail. Or, les modes d'accès sont inégalement répartis. C'est-à-dire qu'on sait que les élèves ou les jeunes qui sont sortis de ces formations ne disposent pas toujours des réseaux ou les réseaux efficaces, et donc ce serait intéressant de voir un peu comment ces inégalités peuvent être à l'œuvre. Alors ce n'est pas forcément des inégalités sociales, ça peut être des inégalités socio-familiales en termes de réseau, en termes de liens, et donc c'est un élément qui pourrait être, qui participe aussi de ces différences. Comme je n'ai pas le temps, comme une chose, juste une minute si tu permets, c'est que beaucoup d'élèves certes choisissent la proximité, quand on choisit une formation, évidemment on choisit la proximité, mais il faudrait aussi qu'on s'interroge sur pas seulement la carte mentale, la carte déplacement, on sait aussi qu'il y a des contraintes matérielles, y compris en termes de transport, qui font que vous avez des jeunes qui n'ont pas la possibilité, ils vous le disent clairement, de dire je vais aller de tel ou tel endroit. Ce n'est pas le cas des étudiants qui, eux, ont déjà construit un parcours qui les sécurise quand ils font des études à l'université. Merci beaucoup à chacun d'entre vous pour ces contributions extrêmement riches. Je trouve que c'est tout à fait passionnant. Alors sur l'insertion, en fait, on a une journée demain qui sera consacrée. Donc si on pouvait ne pas évoquer ça dans le débat, nous avons un bon quart d'heure de questions-réponses
Réservé à la salle. Oui, l'insertion, c'est demain. Il faut quand même Alors, je m'aperçois en tout cas qu'on aurait pu faire une table ronde infiniment plus longue, parce que quand on vous donne la parole, vous la gardez. Mais, mais c'est très bien. Non, mais c'est très bien. Moi, j'avais peur que ce soit un peu, enfin, non pas moins riche, mais que vous soyez moins expansif. Et en fait, je constate que vous l'étiez. Vous l'étiez parfaitement. Alors, il y a Sigrid Girardin, Stéphane, Chantal, je sais pas, oui. C'est moi qui commence. Merci. Merci d'abord de ce magnifique débat. J'avais une question pour Brigitte, je vais faire court. Pardon. Allô. Oui. Je disais merci pour ce débat riche. J'avais une question pour Brigitte de compréhension. Donc. Quand tu évoques... Ça va se payer, ça va se payer. Bah oui, bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est ma chef. Voilà, donc... donc genre, effectivement, je pourrais attendre après-demain pour en parler, mais je pense que c'est une question qui peut intéresser tout le monde. C'est par rapport à, effectivement, la position de certains enseignants ou de certains acteurs du milieu éducatif qui pourraient à un moment donné tenter d'anticiper le fait que les jeunes bacheliers professionnels vont, pour certains, aller en BTS. Et donc, tu as dit anticiper des compétences qui seront nécessaires pour la poursuite. Et je voudrais savoir, qu'est-ce que c'est que ces compétences, quoi. Voilà. Voilà. En gros, derrière ça, il y a l'idée de clarifier un petit peu cette notion qu'on utilise pour plein de choses, quoi. Est-ce que c'est des compétences scolaires? Est-ce que c'est des compétences qui sont en lien avec des compétences professionnelles? Est-ce que c'est aussi peut-être les savoir-être qu'on vient de voir apparaître dans le discours, etc. Voilà. J'avais Chantal. Et puis il y avait deux questions ici. D'accord. Merci. Sigrid Girardin, SNUEP FSU. Déjà, je remercie pour toutes les interventions qui sont très intéressantes. Je remercie Brigitte Trocmé pour ce bilan honnête de la voie professionnelle aussi. Bon, ce qu'on mesure déjà, c'est que la première question qui a été posée, qui était l'avenir du bac professionnel, on a quand même de grosses difficultés pour y répondre. Et je crois qu'une des premières raisons de cette difficulté, c'est qu'on n'a pas encore réussi à avoir un bilan réel de la rénovation de la voie professionnelle pour essayer de poser un diagnostic partagé entre tous les acteurs qui tournent autour de cette voie professionnelle pour arriver à un diagnostic partagé pour émettre des perspectives. Et c'est un peu logique parce qu'on se retrouve un peu comme la construction des diplômes dont on a parlé ce matin, avec des enjeux individuels parfois différents. On a un ministère et les IG qui sont pour l'élévation du niveau de qualification, d'ailleurs comme les organisations syndicales. On a la région qui a plus une problématique évidemment d'insertion professionnelle, ce qui est complètement légitime, mais du coup ça crée des tensions néanmoins pour réfléchir à des perspectives pour le bac professionnel. Pour ce qui est des sorties sans qualification, c'était bien qu'on en parle aujourd'hui parce que c'était un des objectifs de la rénovation de 2007-2009. Aujourd'hui, c'est vrai que les chiffres sont très alarmants. On a 120 000 élèves qui sortent sans qualification par an, ce qui fait un stock, comme ce qu'on entend dire, désolé pour ce mot, de 650 000 jeunes aujourd'hui entre 16 et 25 ans qui n'ont pas de qualification et qui sont sans solution ni de formation ni d'emploi. C'est vrai que là aussi, il faudrait réfléchir par rapport aux sorties sans qualification, des affectations et des orientations. C'est vrai qu'il y a un groupe de travail aujourd'hui avec la DGESCO sur cette problématique-là, mais c'est quelque chose de très important. On ne peut pas aujourd'hui être orienté ou affecté en lycée professionnel par défaut sur un deuxième ou troisième vœu cette affectation est une des raisons majeures des sorties sans qualification. Donc il faut vraiment réfléchir. Aujourd'hui, penser qu'un élève qui n'émet pas le vœu d'aller en lycée professionnel, qui n'a aucun projet professionnel à minima et qui est affecté, devrait
à notre avis, rester dans la voie générale pour asseoir ses connaissances et mûrir un projet professionnel avant d'y aller. C'est-à-dire que je suis d'accord avec vous, ce regard un peu hiérarchique toujours sur la voie professionnelle où on y va toujours parce qu'on n'est pas assez bon d'aller en lycée général. Il faudrait vraiment des politiques volontaristes pour changer ce problème. Au niveau des moyens, je crois qu'on ne peut pas écarter, si on fait un bilan, on essaie d'avoir un bilan et un diagnostic partagé du bilan de la réforme, on ne peut pas écarter la question des parcours ni la question des moyens. On va avoir besoin de moyens pour s'occuper des élèves en difficulté et pour essayer de lutter contre ces sorties sans qualification. C'est impossible aujourd'hui de réfléchir en dehors, d'écarter ces deux indicateurs pour réfléchir à ça. Ensuite, j'avais besoin peut-être de précision, Madame Pavot. Je crois que la deuxième partie de votre intervention, je n'ai pas trop compris sur... alors j'ai noté, quand vous parlez de mobilité, aujourd'hui, c'est vrai que les régions, par exemple, ont construit depuis une dizaine d'années des grands lycées vitrines qu'on a appelés les lycées des métiers et sont en train de mettre en œuvre des campus des métiers. Or, quand on crée ce genre d'établissement, met un cilindrage total des formations par rapport à un métier. Et donc, quand on prend acte du fait que les élèves de lycées professionnels sont très peu mobiles et qu'on pose en fait qu'on cylindre les formations par un métier sur un territoire, du coup, on empêche l'accès à pas mal d'élèves de lycées professionnels à ce type de métier. Donc, il faudrait peut-être aussi réfléchir dans la carte des formations à remettre une offre de formation peut-être plus globale sur tout le territoire et pas la mettre en fonction du bassin de stage ou du bassin d'entreprise obligatoirement. Bon, c'est une piste de réflexion. Après, redorer l'image du lycée professionnel, mais là, évidemment, je pense qu'on peut tous être d'accord. Maintenant, il faudrait quand même préciser ce que ça signifie, parce que si c'est en termes de communication uniquement, c'est complètement insuffisant. Redorer l'image, c'est revaloriser réellement la formation professionnelle, redonner de la place aux savoirs professionnels et aux savoirs généraux dans les diplômes. Peut-être, il y aurait besoin d'un bilan, redonner du temps de formation aussi aux élèves pour leur redonner des compétences globales en termes de métier. Mais c'est vrai que cette formule restaurer l'image, c'est toujours pour nous, c'est un petit peu compliqué. C'est pas 2 jours de porte ouverte dans l'année, une expo à Paris qui va améliorer la vie au quotidien et les trajectoires des jeunes. Pour nous, il faut essayer d'être un peu plus précis là-dessus. Bon, j'ai plein d'autres choses, mais je crois que je vais m'arrêter parce que... Nous abordons les questions de fond là aujourd'hui, cet après-midi, c'est vraiment formidable. Donc, mais par contre, il y a quelque chose qui m'interroge. Moi, c'est l'objectif du bac pro, des jeunes qui sortent en bac pro. Jusqu'à présent, j'avais que comprendre que on favorisait pour des poursuites d'études, et puis là, on vient de me dire que c'était une sortie éventuelle dans le monde du professionnel. Donc, cette incertitude-là, il faudra qu'un jour ou l'autre, il faudra qu'on nous la précise, parce que certes c'est les deux à mon avis, mais parce que quand ils arrivent en bac professionnel, les jeunes déjà ils sont vierges de tout enseignement professionnel. Donc là il y a un atout formidable pour pouvoir développer, je dirais, cette filière-là, quel que soit le bac. Donc la difficulté, parce qu'on est lié à des contraintes quand même. Les contraintes, c'est le profil des jeunes quand même. Le profil des jeunes, quelle que soit la région, n'est pas identique dans certaines régions. Pour ce qui est de la région Poitou-Charentes, 70% des jeunes arrivent de milieux défavorisés quand même. Donc est-ce que cette contrainte-là est la même dans d'autres régions? La deuxième chose, c'est aussi le contenu de formation. Un contenu de formation, est-ce que c'est un contenu de formation qui est lié à l'acquisition du geste pour délivrer l'acquisition du geste, quel qu'il soit dans le milieu professionnel, ça passe par une répétition. J'ai jamais vu quelqu'un acquérir un geste, ou très rarement du premier coup, hein, donc ça demande du temps. Est-ce qu'on s'oriente vers de l'enseignement théorique lié à la pratique?
Et ça pose aussi le temps du cursus de formation, parce que le temps qu'on prend pour faire telle chose va manquer à un certain moment. Donc nous, on a réalisé dans l'Académie de Poitiers une étude par rapport à une filière qui s'appelle la menuiserie, que si l'on choisit la sortie vers la voie professionnelle, systématiquement, les projections dans le plan de formation, ça sera au détriment de la poursuite de scolarité. Et si c'est le sens inverse, l'acquisition du geste pour la sortie d'un milieu professionnel est pénalisée. Donc, comment concilier les deux? Là, c'est la difficulté. Alors, quand je parle en formation initiale, c'est et par apprentissage et en lycée professionnel. Là, c'est la formation initiale en général. Ça pose aussi la question de quelle méthode d'enseignement. Parce que si on favorise l'un des axes, l'un des objectifs ou l'autre, c'est pas la même méthode. Quand on fait de l'enseignement, si on veut faire de la poursuite de scolarité, on va travailler par module. Mais qui dit module dit prérequis, mais les prérequis ne sont pas les mêmes que si on fait l'acquisition du geste. Tout ceci, il y a des répercussions pédagogiques qui sont liées. Donc, il faut qu'à un moment donné, on soit clair dans nos orientations. Qu'est-ce qu'on fait avec le bac pro ? Parce qu'il faut savoir quand même que dans une filière, dans une cohorte, le taux d'érosion d'une seconde en première région Poitou-Charentes, c'est 18%. En terminale, c'est 12%. Donc à quoi est lié ce taux d'érosion? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir juger la finalité du bac pro? Parce que combien reste dans le métier? Combien restent dans le métier? Alors, bien sûr, ils sont formés citoyennement, ils ont aussi acquis un certain nombre de connaissances liées. Mais combien? Si on faisait, alors je vais me faire un petit peu le massacrer par mes camarades, là, mais si on faisait la projection du taux de rentabilité d'une section par rapport à... Qu'est-ce que ça veut dire aussi tout ça? Donc, on peut se poser beaucoup de questions. Le décrochage, c'est quoi le décrochage scolaire? Parce qu'on n'a pas la même conception du terme décrochage scolaire entre le domaine pédagogique, enfin, éducation nationale, que nous on l'a. Alors, on va pas répondre. Oui, on va, oui. Non, mais c'est... Oui. Non, mais c'est... On va prendre Chantal qui demandait depuis longtemps. Vous aurez la parole demain à la table ronde, peut-être. Madame de l'hôpital. Non, c'est... Parce qu'il faut qu'il puisse répondre. Et qu'il reste, on va prendre 10 minutes, mais on ne pourra pas faire plus. Moi, alors, peut-être que ce sera abordé demain, mais quand même, il me semble que dans les débats autour de l'avenir du bac pro, il y a derrière, évidemment, la question de sa vocation professionnelle, enfin d'insertion ou de poursuite d'études, on l'a vu dans les débats. Mais il y a aussi la question de l'espace de qualification du bachelier, du bac pro, dont on rappelait que Myriam Campinos avait dit que c'était un espace flou. Et moi, j'ai le sentiment que les études qu'on connaît maintiennent cette idée que la place, elle est encore complètement floue et en tout cas certainement extrêmement différenciée selon les secteurs, les secteurs, et qu'en plus, il ne faut sûrement pas se fier seulement au discours des représentants de branches, mais que pour aborder cette question, il faut travailler sur la manière dont les chefs d'entreprise traitent cette question, parce qu'on sait très bien qu'il y a très souvent un décalage quand même très important. Et donc, il me semble que là, il y a vraiment un gros travail à faire, d'autant plus quand même que la dernière étude conduite par le CEREC sur la reconnaissance des diplômes montre quand même que dans les conventions collectives, le bac pro a très peu progressé. Enfin, en fait, c'est 30 ans. En 30 ans, il n'a pas été reconnu de manière marginale dans les conventions collectives. Donc ça veut dire quelque chose quand même du côté et des employeurs et des organisations de salariés. Ça veut dire qu'on n'a pas trouvé grand monde pour s'en emparer vraiment comme un objet de négociation sociale pour le faire reconnaître. Très rapidement, Madame Le Galopito, vous répondrez à ce que vous voulez, comme vous voulez, surtout que ce ne sont pas que des questions. Je vais être très rapide. Premier point, on voit que quantitativement, l'accès au bac a augmenté. Je me pose vraiment la question de l'aspect qualitatif, et je crois que je ne suis pas la seule.
Et j'ai deux suggestions, ou en tout cas 2 questions. Je pense qu'il serait intéressant de faire un travail de recherche sur la filière hôtellerie-restauration à divers titres. C'est un domaine où il y a à la fois le bac techno et le bac pro. Ce serait quand même intéressant de voir comment les titulaires de l'un et de l'autre se positionnent ensuite sur l'insertion dans l'emploi ou l'abandon de cette filière, justement, puisqu'on sait que beaucoup ne restent pas dans ce domaine-là. Et deuxième sujet, et à la limite, je ne vous demande pas une réponse, mais la question que je pose en général, aujourd'hui, les experts comptables, quand ils font le bilan des entreprises, ils vont faire un bilan comptable, factuel, le résultat de l'entreprise. Il y a aussi un bilan sur le respect du domaine de l'écologie. Moi, la question que je pose aujourd'hui, c'est pourquoi ne fait-on pas un bilan de la responsabilité sociale des entreprises vis-à-vis de la formation ? Aujourd'hui, en principe, les entreprises devraient être nos partenaires en matière de formation pour la voie professionnelle. On constate que avoir un tuteur pour interroger des élèves au bac relève de l'exploit. En général, les gens se dédisent au dernier moment pour de multiples raisons et on ne peut pas en vouloir au tuteur en question. Mais la responsabilité sociale de l'entreprise, là, elle y est. Et le fait de prendre ou pas de nos élèves en stage et même y compris en stage d'observation, ça pourrait être quelque chose de favoriser et d'évaluer au niveau d'un bilan. Et je pose donc la question aux législateurs, par exemple, de mettre en place une valorisation de ce travail avec les entreprises. Alors, il est évident, là, malheureusement, on est l'illustration de l'entre-soi. Nous ne sommes tous liés à l'enseignement d'une manière ou d'une autre. Je ne vois aucun représentant d'entreprise et c'est bien dommage. Bon, alors je réponds à Stéphane. Facile. Non, en fait, quand je parle, je vais illustrer, c'est-à-dire que quand on écrit des référentiels de bac pro, la question de qu'est-ce qu'on met par rapport à la question de la poursuite d'études, enfin, vous savez tous à quoi ressemble un diplôme, hein, on est censé partir de la cible professionnelle. Bon. Je vais les citer. Enfin, bon, par exemple, dans le secteur de l'électronique, on va avoir des compétences qui quand même ressortissent de compétences qui sont plutôt liées à des tâches de niveau au moins technicien supérieur, voire plus. Enfin, je veux dire, ça s'est vécu. Ça a d'ailleurs été un sujet un peu chaud au sein de la CPC. Voilà, donc c'est un peu une tendance en disant, voilà, quand on regarde de près, c'est-à-dire qu'on écrit une cible professionnelle sur laquelle il y a déjà des forts débats, qu'on a peut-être un peu tendance à surévaluer, mais même si on la maintient, si on regarde d'un peu près, les compétences liées nécessaires à l'exercice de ces activités vont être un peu, en fait, superfétatoires, parce qu'en fait, elles visent la capacité à réaliser d'autres activités. Et puis, on peut avoir un autre cas de figure, qui est des choses de type atelier rédactionnel, par exemple, qui sont plutôt de nature semi-pédagogique, qui vont être la question de doter les jeunes de cette compétence dont on sait qu'elle est importante en termes de réussite poursuivie, qui n'est pas du côté des enseignements généraux de manière formelle, mais qui quand même est de l'ordre d'une compétence nécessaire à la poursuite d'études. À part ça, je ne répondrai pas, mais il me semble que parmi les sujets soulevés il y avait un tas de questions que moi j'ai souvent en tête, qui est dans le sujet dont vous avez peut-être déjà parlé hier, qui est celui de la scolarisation du baccalauréat professionnel, voire du tropisme des référentiels scolaires, hein, qui est une vraie question. Plus globalement, de la sacro-sainte dissociation, je ne devrais pas dire ça, de la dissociation formation, certification formation, voilà, non, mais qui est quand même un principe général, qui est ancien à l'éducation nationale, qui est acté dans le marbre par la loi de 2002, voilà, où on a fait sortir la formation absolument du sujet sur l'élaboration des certifications, pas seulement les nôtres, ministère de l'Éducation, mais à tous, et qui pose quand même une question, c'est qu'en même temps, la formation passe son temps à rentrer par la porte, hein, bien entendu. On pourrait dire, la loi du 5 mars 2014, on parle de blocs de compétences qui sont, en termes de certification, éligibles au financement du compte personnel de formation. Voilà, donc, etc.
mais qui pose la question par rapport à différents sujets pédagogiques. L'objet c'est quoi l'objet principal du bac pro? Moi, j'ai par exemple une question sur nous construisons des référentiels de certification. Nous assurons-nous que les enseignants ou les formateurs, quels qu'ils soient, sont véritablement formés à l'ingénierie de formation? C'est-à-dire qu'on leur donne un produit qui n'est pas un produit avec lequel c'est pas un programme, hein, ce qu'on écrit. Et donc, personnellement, je pense que l'institution n'a peut-être pas. Il y a peut-être, je vais dire ça autrement. Il y a encore une marge de progrès sur la question de l'ingénierie de formation. Moi, je voudrais revenir sur les lycées des métiers et les campus des métiers et des qualifications. Premièrement, c'est l'Éducation nationale qui porte les lycées des métiers et qui porte les campus des métiers et des qualifications. Mais avec les régions, notamment donc les lycées des métiers, je crois que c'était dans le Nord-Pas-de-Calais, en tout cas, nous, ça repose sur des mises en réseau de lycées. Je crois que ça peut être un facilitateur pour la mobilité et pour les jeunes si on peut réellement essayer de tracer des parcours qui traversent les frontières géographiques et qu'on peut créer des collaborations entre lycées, des complémentarités avec les différentes voies de formation. Je crois que plus il y aura de possibilités de rebond, je l'ai déjà dit, et de passerelles, mieux des jeunes en difficulté pourront entrevoir des réponses. Alors sur les campus des métiers et des qualifications, c'est un sujet complémentaire des lycées des métiers, mais c'est quand même très différent. Et c'est vrai que nous, à la région, nous avons beaucoup pris ce sujet en considération, puisque nous sommes en train de travailler au 4e campus, alors que certaines académies en ont un à peine. Donc on a fait un premier campus sur les métiers des travaux publics à Bruay-la-Buissière. Je vais aller vite, mais celui-là, il fonctionne depuis 2 ans. On peut dire qu'à partir d'un lycée professionnel des travaux publics, à partir d'un grand projet qui est quand même en filigrane canal Seine-Nord, qui devrait quand même débloquer pas mal d'activités dans les régions qu'il va traverser, on a désormais un maillage de formation qui va du CAP jusqu'au bac plus 5. Alors, je ne sais pas si ça efface le bac, mais en tout cas, la réalité de l'offre, elle est celle-là. Que l'avantage que je vois, c'est qu'on fait travailler ensemble des acteurs de formation qui d'habitude ne se rencontrent pas. Quand on met en place une gouvernance de campus et métiers et des qualifications, il y a l'université avec les proviseurs du LP, on a l'école des mines de Douai, il y a des objets de recherche, il y a les entreprises qui sont là. En l'occurrence, à Bruay-TP, il y a notamment Eiffage qui a joué un rôle très important, ainsi que tous les gros des travaux publics. Donc on a une collaboration et une démarche de projet qui, me semble-t-il, doit pouvoir profiter et aux jeunes et globalement à la formation professionnelle. Alors, pour donner d'autres exemples de campus des métiers, bien entendu, et ce que vous me dites, qu'on enferme quelque part dans un territoire, ce n'est pas le but, c'est plutôt justement d'élargir un territoire dont j'ai précisé au début qu'il était souvent dans des régions pauvres, enfin pas pauvres, puisque le Nord-Pas-de-Calais n'est pas forcément pauvre, il porte une histoire complexe et il a une population très dense et très jeune, ce qui multiplie les problématiques. Les campus, on vient d'être labellisé sur le campus du numérique, de l'image et des industries créatives. Bon, ce campus, il est plutôt situé sur Roubaix, Tourcoing, Lille, parce qu'on a les grandes entreprises du numérique. Les grandes entreprises, on a aussi les lycées sur l'audiovisuel, et puis on a des grandes structures comme Pictanovo, comme la Pleine Image sur Roubaix-Tourcoing, mais il s'appuie aussi sur Valenciennes avec la serre numérique. Donc on a quand même un croissant qui est de dimension plus large que le simple bassin sur lequel nos élèves ont tendance à tourner en rond. Et puis là aussi, il y a l'université, il y a les métiers, il y a aussi des compétences en termes de communication avec les familles, avec les enseignants, avec les jeunes. Je pense qu'ils sont de nature à décloisonner. Parce que s'il y a aussi quelque chose qui empêche finalement, quand on dit redorer ou revaloriser l'image de l'enseignement professionnel, je crois que c'est par le décloisonnement qu'on va aussi bouleverser les images.
Et quand vous prenez avec l'académie, parce que là c'est toujours, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, je disais, on ne peut pas faire l'un sans l'autre, l'académie et la région. Donc il faut qu'on soit de plus en plus complémentaires, de plus en plus solidaires et enthousiastes sur les démarches qu'on mène. Mais quand on copilote ces campus, je vous le dis, on a vraiment ce que d'autres appellent des rencontres improbables, quoi. C'est-à-dire qu'on fait travailler sur un objet professionnel et sur un objet pédagogique des intervenants qui ne se seraient jamais rencontrés. Et par rapport aux jeunes qui sont dans ces logiques, je crois que c'est très intéressant. Au lycée Jean Rostand à Roubaix, par exemple, on vient d'installer des locaux de formation pour l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Bon, ce n'est pas une découverte pour le lycée Jean Rostand, mais ça bouscule les habitudes et je vais dire les références intellectuelles par rapport à la formation professionnelle. Donc non, je ne pense pas que les campus des métiers enferment dans les territoires. Moi, je pense qu'ils contribuent justement à améliorer la mobilité. En tout cas, c'est ce qu'on donne comme objectif. Et vous avez raison, il faut que les régions, dans le rôle de complémentarité qu'elles ont par rapport aux académies, donnent les moyens d'aide au transport, d'aide à l'hébergement, pour que la mobilité des jeunes ne se heurte pas à des freins matériels. Donc je pense que dans les mentalités, on y est prêt. Enfin, dernière remarque sur la responsabilité sociale de l'entreprise, madame. Vous avez tout à fait raison, c'est un enjeu majeur, que ce soit pour la formation, pour le bac pro dans les lycées, pour l'apprentissage aussi. Je pense que encore les régions qui ont le développement économique en responsabilité, qui apportent des aides aux entreprises, on est en train d'y travailler. On va de plus en plus conditionner les aides. C'est dommage de le faire dans ces conditions-là. Enfin, c'est dommage, disons qu'il faut se donner des outils pour faire effet d'entraînement. On va conditionner de plus en plus des aides, voire des marchés. Et on le fait de... Moi, j'ai aussi dans ma responsabilité la construction, la réhabilitation des lycées. Donc, je commande 200 millions d'euros de travaux à des entreprises du bâtiment, de plus en plus, explicitement dans les clauses d'insertion, mais aussi de façon non formelle avec les entreprises. On leur met le marché en main en disant, voilà, nous sommes à la fois des responsables publics, nous sommes aussi vos clients. Donc, qu'est-ce que vous faites, vous, pour les jeunes? Qu'est-ce que vous faites par rapport aux stages? Qu'est-ce que vous faites par rapport à l'embauche des apprentis? Qu'est-ce que vous faites pour faciliter la connaissance aussi des métiers, des évolutions, etc. Et ça va être un très grand sujet, à mon avis, très immédiat des années qui viennent par rapport à cette question de la formation professionnelle, notamment. Merci. Alors, quelques toutes petites minutes pour Aziz Gélard, sans déchirer le micro. Sans abîmer le matériel. Je vais répondre à une question, mais peut-être pour la mettre en lien avec un thème qui revient assez souvent depuis cet après-midi, qui est celui de chez moi, l'orientation. Bon, la question que vous avez posée sur les pratiques pédagogiques des enseignants, qui est évidemment une question importante quand on interroge le rôle et les évolutions du bac professionnel. D'abord, ce qui apparaît clairement, c'est qu'on constate quand même, quand on étudie aujourd'hui les flux d'orientation, que le fait que le bac pro soit passé en 3 ans fait qu'une partie, alors elle reste encore minoritaire, des élèves choisissent la voie professionnelle, avec la perspective de poursuivre des études vers l'enseignement supérieur. Et ce qui apparaît aussi, c'est que les enseignants, les nouveaux enseignants recrutés, souvent, ils doivent faire pratiquement une conversion cognitive sur leur pratique parce qu'ils doivent enseigner d'une manière différente de celle qu'ils ont connue en tant qu'étudiants. Et du coup, ça pose quand même des questions, c'est-à-dire sur la capacité à ce qu'ils rentrent dans le métier en endossant, justement, vous avez parlé du geste professionnel, et je crois que dans l'éducation nationale, le terme est apparu, en tout cas de façon très explicite, à plusieurs reprises dans la loi de 2013, qui est celui de la professionnalisation. Donc il faudrait aussi qu'on s'accorde sur ce qu'on entend par professionnalisation, mais dans la professionnalisation, il y a une interrogation fondamentale qui est celle de savoir comment est-ce qu'on gère la relation enseigner-apprendre, qui doit sans doute être réinterrogée en fonction des contextes, et notamment le lycée professionnel, qui a aussi une tradition
qui est connu, mais qui a été sans doute un peu perdu par les UFM et puis les SP aujourd'hui, et qui reste quand même assez présente quand on interroge les rapports intergénérationnels. Donc c'est un vrai enjeu pour savoir comment on fait pour enseigner à des élèves qui restent encore majoritairement assez réfractaires à ce qu'on appelle la forme scolaire, parce que ça paraît un peu théorique, scolaire, donc comment on fait pour donner une leçon. Et j'avais observé notamment les pratiques pédagogiques des PLP avec cette idée finalement que c'est un travail au bricolage au quotidien, l'invention du métier au quotidien avec plus ou moins réussi, avec des choses très intéressantes. Et donc, entre parenthèses, il y a un travail qui est mené par les inspections générales cette année sur justement les bonnes pratiques, ce qu'on appelle le recensement des bonnes pratiques dans l'enseignement professionnel. L'autre élément qu'il faudrait peut-être aussi interroger, et je reviens à la question de l'orientation, pourquoi ? Parce que, évidemment, on constate aussi des évolutions aujourd'hui. Beaucoup d'élèves vont vers le lycée seconde générale et technologique pour retarder l'échéance du choix. Et je crois qu'actuellement, finalement, le palier d'orientation de troisième, il s'est carrément déplacé vers la seconde. Ce qui fait que vous avez aussi des élèves qui arrivent en première, directement première professionnelle. Vous avez aussi des élèves qui repassent, qui redoublent, comme on dit, vers la première, enfin une seconde professionnelle. Et du coup, je crois qu'il faut qu'on pose la question, à mon avis, autrement. Ce n'est pas seulement la question du choix qui est en jeu, c'est aussi la question de qu'est-ce qui est fait en termes de pratiques pédagogiques dans les établissements, mais aussi en lien avec les entreprises, ça a été dit dans les questions tout à l'heure, pour qu'il y ait une cohérence et que les élèves choisissent finalement, non pas en termes de « je choisis le projet », mais aussi la confrontation à des apprentissages ouvre les élèves sur des projets. Et je crois que souvent on minore cette dimension, et heureusement j'ai envie de dire, parce que si tous les élèves, si on prenait le cas aujourd'hui, je fais les statistiques, 80% des élèves encore, globalement, j'y inclus aussi ceux qui disent qu'ils ont choisi parce qu'ils ne pouvaient pas faire, se trouvent au lycée professionnel sans l'avoir choisi, si vous voulez, dans l'absolu. Mais pour autant, ça ne les condamne pas à l'échec. Et ça demande sans doute de la part des enseignants plus d'innovation, plus d'invention. Et par exemple, puisque la question a été posée tout à l'heure sur le lien entre l'enseignement général et l'enseignement professionnel, ça serait intéressant de faire un bilan de l'enseignement général lié à la spécialité pour voir si ça donne quelque chose en termes de cohérence dans les parcours. Mais c'est vrai que c'est une interrogation. Elle est au centre même de la question qui a été posée par quelqu'un sur le décrochage et les ruptures scolaires. Le bac professionnel, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on a autant de bacheliers aujourd'hui que de nombre de titulaires de BEP quand il n'y avait que 40% des titulaires de BEP qui poursuivaient en bac pro? Donc on a pris, mais un peu de retard, très légèrement. Oui, on peut applaudir.